qui va nous parler du lait de petits ruminants. Donc, Amy, je vais faire sa présentation. Elle est agronome et étudiante au doctorat sous la direction de Mme Arsenault, qui est ici. Son sujet porte sur la qualité du lait et les infections intramémaires des petits ruminants laitiers du Québec. Merci beaucoup, Maryse, pour l'introduction. Donc, comme elle l'a dit, je vais vous présenter mon projet de doctorat qui porte sur la prévalence et les impacts des infections intramammaires dans les troupeaux de petits ruminants laitiers au Québec. Mon plan de présentation, mais on ne peut pas passer à côté des objectifs du projet. Je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a fait en termes de méthodologie. Par la suite, je vais passer à quelques résultats préliminaires qui sont intéressants, puis où on en est jusqu'à maintenant avec le projet. Donc, si on parle des objectifs du projet, l'objectif le plus global, si j'avais à résumer ça en une phrase, c'est vraiment d'obtenir un portrait de la santé mammaire et de la qualité du lait de chèvres et de brebis laitières au Québec. On souhaite estimer l'incidence et la persistance des infections intramammaires. On veut quantifier aussi l'impact des infections intramammaires, mais aussi de la séropositivité au lentivirus, soit l'arthrite encéphalite caprine et le Medivicina, sur plusieurs composantes. Donc, le compte de cellules somatiques, le CMT, aussi le compte de cellules somatiques différentielles, qui est un nouvel outil là, qui est utilisé actuellement dans le bovin laitier. Puis aussi sur la production laitière des animaux. On veut aussi mettre en relation certains facteurs de risque des infections, dont la conformation, la race, l'âge, parité, stade de lactation. Puis, on aimerait être capable de proposer des seuils d'interprétation qui seraient adaptés en fonction des différents facteurs que j'ai mentionnés dans la ligne précédente. C'est des seuils d'interprétation des comptes de cellules somatiques. Là. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent le faire varier autres que les infections intramammaires. Pour ce qui est du recrutement des producteurs, on visait vraiment des producteurs commerciaux, qu'ils soient livreurs ou transformateurs. On s'est limité à 5 régions, l'Estrie, la Montérégie, le centre du Québec, Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. C'est vraiment les régions où sont concentrés les producteurs de petits ruminants laitiers. Puis nous, d'un côté logistique à la faculté pour les déplacements, etc., c'était plus facile de rester sur la même rive que la faculté. Pour ce qui est si on veut, des critères de recrutement pour les producteurs, il fallait minimalement qu'il y ait un kit de traite, qu'il y ait au moins 50 femelles adultes dans le troupeau. Prévoir aussi qu'ils ont servi le troupeau pendant les 2 années suivant le recrutement, parce que comme vous allez voir dans les prochaines diapositives, c'est vraiment une étude qu'on a faite longitudinale sur plusieurs mois et même années. Puis, il y avait un autre critère aussi qui était souhaitable, mais non obligatoire, c'était d'avoir des balances à lait pour avoir des données de rendement laitier individuelles sur chaque animal. Ce qui a donné qu'on a réussi à recruter 9 producteurs caprins puis 9 producteurs ovins dans le cadre de ce projet-là. Pour ce qui est des visites en ferme, on suivait une première lactation des animaux. Comme vous pouvez voir, en fait, pour les chèvres, on faisait 4 visites. Pour les brebis, on a décidé d'en faire 3 puisque la lactation était plus courte chez la brebis versus chez la chèvre. Puis au moment du recrutement, moi, je posais plusieurs questions aux producteurs, puis je me suis rendu compte que la durée de la lactation entre les fermes était vraiment différente d'une entreprise à l'autre. Donc, avec l'équipe de recherche, ce qu'on a décidé de faire, c'est de standardiser l'intervalle entre les visites à 2 mois. Donc, entre la visite 1 et la visite 2, il y avait 2 mois, etc. Puis, lors de la visite 1, ce qu'on faisait, c'est qu'on sélectionnait les animaux qu'on allait suivre dans le cadre du projet. On voulait des animaux qui étaient bien sûr pas destinés à une réforme prochaine, là, vu qu'on voulait les suivre pendant un certain temps. Puis, on voulait aussi idéalement des animaux qui avaient 2 glandes mammaires qui étaient fonctionnelles. On les a identifiés avec un numéro unique du projet. Puis, ça a donné qu'on a entre 27 et 50 femelles par ferme là, qui ont été suivies, parce qu'on avait aussi un autre critère qui était d'avoir 1 mois maximum comme durée entre la mise bas de l'animal puis la première visite. De cette façon-là, ça nous permettait d'avoir une cohorte d'animaux assez uniforme, qui est à peu près tout au même stade de lactation pour qu'on puisse suivre là, pour toute la durée du projet. Par la suite, on retournait en ferme après le tarissement des animaux suivis pour le début d'une seconde lactation pour une 5e visite. Puis, la nature étant ce qu'elle est, les animaux ne mettaient pas toujours bas en même temps, toute la cohorte qu'on suivait. Donc, il y a certaines entreprises où on a fait là, une visite supplémentaire en seconde lactation pour essayer de rattraper le plus d'animaux possible qu'on avait dans notre cohorte de départ.
Pour ce qui est des échantillons qu'on a prélevés dans ce cadre de ce projet-là, peut-être que certains d'entre vous reconnaissez les fameux échantillonneurs à lait et balance. Donc, on prenait un échantillon composite par animal pour avoir des données de compte de cellules somatiques, de volume de lait sur les composantes gros protéines, puis aussi le compte de cellules somatiques différentielles qu'on a fait demander. Ces échantillons-là étaient prélevés soit par le producteur, par nous, l'équipe de recherche, ou par Lactanet, selon l'entente de départ qui avait été prise là, au moment du recrutement. Là, on a été flexible sur la façon dont on allait collecter ces échantillons-là. Par la suite, on prélevait aussi un échantillon aseptique par glande mammaire cette fois-ci, et non par animal. Puis ces échantillons-là ont été utilisés pour réaliser les bactériologies du lait, les CMT ou California Mastitis Test, et les tests sur la séropositivité à l'arthrite encéphalite caprine et au Medivicina. Ces échantillons-là, c'est l'équipe de recherche qui les a prélevés là, lors des visites en ferme. Maintenant, je rentre vraiment dans la section qui vous intéresse probablement plus, qui est les résultats préliminaires. Je tiens à dire que c'est ça, ce sont des résultats préliminaires. Je suis encore en train de travailler sur mes bases de données. Il me reste encore quelques suivis de données à faire, mais j'en ai quand même beaucoup, puis elles sont intéressantes à présenter. Pour faire un petit rappel pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la bactériologie ou qui ont besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire, en fait, la bactériologie, je vous ai montré dans une diapositive précédente mes petits tubes de lait. Je les ai envoyés au laboratoire. Les techniciennes, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont utilisé le petit outil en plastique que vous pouvez voir sur la photo en bas à droite, ça s'appelle une anse calibrée. Elle est calibrée pour prendre vraiment 10 microlitres de lait spécifiquement. Ils vont faire un tapis sur une gélose. Puis, par la suite, après la période recommandée pour le type de gélose utilisée, vont effectuer un décompte des colonies qui sont présentes. Comme vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche, il y a beaucoup de croissance sur celle-là. Donc, ils vont effectuer un décompte. Puis, vu que l'anse est calibrée, comment ça fonctionne? C'est qu'une colonie sur la gélose correspond à 100 colonies par millilitre de lait. Puis, le laboratoire, à partir de 50 colonies, arrête le décompte. Puis, ce que vous allez voir, là, pour ceux qui ont déjà consulté des rapports de bactériologie, ça va être l'indication 5000 colonies et plus par millilitre. Donc, c'est ça. Puis, par la suite, pour identifier quelles sont les espèces de bactéries qu'on a retrouvées sur chaque gélose, donc dans chaque échantillon, c'est un outil qui s'appelle le MALDI-TOF qui est utilisé depuis quelques années. C'est quand même récent dans l'identification des bactéries présentes dans le lait. Puis la meilleure manière que j'ai trouvé de vulgariser comment ça fonctionne, c'est un peu comme une empreinte digitale. Chaque bactérie va avoir un spectre dans l'appareil MALDI-TOF, puis l'appareil aussi a sa banque de spectres, puis va faire une comparaison, pareil comme sur une scène de crime, comparer les empreintes digitales à leur système, puis c'est comme ça que les espèces de bactéries vont être identifiées. Je tiens à faire une précision, c'est qu'à partir du moment où il y a 3 bactéries ou plus qui étaient isolées dans un échantillon, mais ils étaient considérés comme étant contaminés. Fait que c'est une donnée qui n'est pas analysée, on n'a pas de résultats associés à cet échantillon-là. Aussi, je veux faire une précision très, très, très importante pour la suite des résultats. C'est qu'ici, je vais vraiment parler dans les prochaines diapositives de bactéries isolées dans les échantillons et non pas d'infections intramammaires ou de mammites. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec toute notre équipe de recherche du projet, il va falloir qu'on s'assoie, on regarde qu'est-ce qui s'est dit dans la littérature, qu'est-ce que nous, dans nos banques de données, on a comme espèces, combien d'espèces différentes qu'on a, puis on les retrouve dans quelle quantité dans les échantillons de lait, parce qu'on se doute bien qu'une espèce qui est à 100 colonies par millilitre versus 5000 colonies et plus, probablement peut-être pas le même résultat que ça va donner là, comme impact sur les autres données. Puis ça reste encore à suivre. Donc, ici, on parle vraiment de bactéries isolées. Ici, c'est un tableau pour vous présenter, en fait, là, un peu de combien d'échantillons qu'on a, des choses comme ça. Donc, on a 3829 échantillons du côté caprin, puis 1415 du côté ovin. Ça fait qu'on a suivi 418 chèvres et 197 brebis. Puis, quand on regarde le nombre d'échantillons positifs où on a isolé 1 à 2 bactéries, donc encore une fois, pas nécessairement une infection intramammaire, mais on a 40 des échantillons chez la chèvre où on a isolé une bactérie, au moins, puis 25,9 du côté de la brebis. Puis, quand je vous disais 3 bactéries et plus dans l'échantillon, on considère ça comme un échantillon contaminé, mais
Seulement 1 % des échantillons ont été contaminés chez la chèvre et 1,3 chez la brebis. Moi, j'étais particulièrement fière de ces résultats-là parce que c'est excessivement facile de contaminer les échantillons de lait puis malheureusement d'avoir des données perdues. Ici, je vous présente, dans le fond, les principales bactéries retrouvées. Toutes les analyses sont séparées caprin ovin, vu qu'il y a des différences évidentes entre les espèces, là. Moi, j'appelle ça mon espèce de palmarès. Puis la grande championne, celle qu'on retrouve le plus, c'est vraiment Staphylococcus caprae. C'est conséquent avec ce que la littérature nous dit. Chez 28 % des animaux, on les élève au moins une fois lors d'une visite, minimalement, puis elle était présente dans toutes les fermes. Ce n'est pas tellement une surprise. Par la suite, on a Corynebacterium bovis, qui est la deuxième qu'on a retrouvée le plus. Elle, ce que je trouvais vraiment très intéressant, c'est si vous regardez la colonne sur le nombre de fermes, on l'a retrouvée dans seulement 3 entreprises sur 9. Donc, c'est la deuxième bactérie en importance qu'on a retrouvée dans les échantillons et chez les animaux, mais seulement dans 3 entreprises. Moi, ce que ça me dit, c'est que possiblement que le profil bactérien peut être différent entre les entreprises, puis ça va être quelque chose que je vais pousser plus loin dans mes analyses futures. Par la suite, on a une série de bactéries Staphylococcus qui sont présentes assez dans beaucoup d'entreprises. C'est pas, encore une fois, c'est des noms que moi, c'était pas une grande surprise là, après avoir lu des articles de retrouver ces bactéries-là. Finalement, je finis avec des bactéries qu'on a retrouvées dans moins d'1 % des entreprises. Mais ce que je trouvais encore une fois intéressant, c'est que si vous regardez Corynebacterium staphylococcus, si vous la comparez avec l'autre bactérie du même genre que je vous ai présenté en haut, c'est une bactérie qu'on a retrouvée très peu, mais dans toutes les entreprises, versus l'autre qui était très, très présente, mais dans un nombre plus faible d'entreprises. Donc, puis, si vous vous demandez, qu'est-ce que ça mange en hiver, ces bactéries-là, malheureusement, ce n'est pas des bactéries qu'on peut se débarrasser, là, c'est des bactéries de la microflore normale de la peau. Puis, c'est des bactéries qui sont commensales. Donc, en temps normal, vivre sur la peau des mammifères d'élevage, sur les humains, ne pose pas de problème. Sauf que c'est des bactéries aussi qui vont être opportunistes, vont saisir l'opportunité d'un système immunitaire qui a une petite faiblesse pendant une période pour potentiellement causer des infections. J'ai fait le même exercice du côté de la brebis. Donc, le genre bactérien qu'on retrouvait le plus, c'est Staphylococcus. Le SPP, ce que ça veut dire, c'est que le Malditoff n'a pas été capable de me dire avec assez de précision c'était quoi l'espèce qu'on retrouvait dans l'échantillon. Donc, les a groupés. C'est des bactéries du genre Staphylococcus qui sont très présentes. Puis ça, c'est encore une fois absolument pas une surprise. Par la suite, on a Bacillus SPP. Bacillus SPP, c'est, comme vous pouvez voir, le même nombre d'échantillons et le même nombre d'animaux qui ont été infectés. C'est parce que c'est un genre bactérien qui est beaucoup associé à de la contamination d'échantillons. Donc, ce n'est pas des bactéries qui vont être traînées d'une visite à l'autre. C'est vraiment associé à de la contamination ponctuelle d'échantillons. Par la suite, encore des Staphylococcus, puis encore du Corynebacterium. C'est des bactéries qui sont vraiment réparties dans les entreprises. Puis, comme je vous dis, toujours des bactéries de la microflore de la peau, sauf Bacillus SPP qui est vraiment associé plus à de la contamination environnementale. Par la suite, j'ai identifié certaines bactéries qu'on a jugées d'intérêt pour les producteurs, qui sont des bactéries qui peuvent causer peut-être des problématiques un petit peu plus importantes. Staphylococcus aureus, que je suis convaincue que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler. C'est une bactérie qui, malheureusement, va causer des mammites un petit peu plus cliniques, des augmentations un peu plus sévères des comptes de cellules somatiques, puis il y a même certaines souches qui peuvent produire des toxines. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a retrouvé seulement dans moins d'1% des échantillons chez la chèvre, dans quand même plusieurs entreprises, mais ça, ce n'est pas nécessairement une grande surprise. Puis, par la suite, on passe à des bactéries comme Streptococcus dysgalaxie et Mannemia hemolytica, qu'on a retrouvé en très faible nombre. Ces bactéries-là, moi, dans le cadre du projet, c'est des bactéries qui ont vraiment eu des comptes dans les échantillons qui sont assez élevés, là, 5000 colonies et plus. C'est des bactéries qu'on va retrouver soit dans le tractus digestif ou dans le tractus reproducteur. Puis, c'est ça. Puis, elles peuvent être associées aussi avec des comptes de cellules somatiques plus importants.
On termine avec l'Listeria monocytogenes, qui peut être responsable de toxines-infections alimentaires, d'où son importance, surtout dans un contexte de fromage au lait cru. C'est une problématique qui va être plus d'actualité dans les charcuteries, moins un petit peu dans le domaine laitier, mais ça peut arriver. Dans le cas ici, on a eu seulement une chèvre où on a isolé la bactérie, puis dans le fond, on l'a isolée dans les 2 glandes mammaires lors de 2 visites. C'est pour ça qu'on a 4 échantillons dans une seule ferme. Donc, c'est quand même des nouvelles rassurantes. Puis aussi, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait aucune bactérie des genres Campylobacter ou Salmonella ou Yersinia. Il y a des espèces dans ces genres bactériens-là qui peuvent aussi causer des toxines-infections alimentaires. Maintenant, du côté de la brebis, encore mieux, il y a juste Staphylococcus aureus, on n'a rien trouvé de tout le reste. Encore une fois, très peu présente. Donc, moi, je trouvais que c'était positif là, quand j'ai vu ces résultats-là. Par la suite, on a fait des tests de mammifères de Californie. Je vous ai ajouté une petite vidéo de ça ressemblait à quoi ce que je faisais en laboratoire. On a utilisé l'échelle proposée par le CEPOC, donc négatif, trace 1+, 2+, et 3+. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder pour le plaisir, là, mais moi, en fait, comment j'avais noté ces échantillons-là, c'est que celui en haut, moi, j'avais dit que c'était un 3+, là, c'est peut-être pas aussi clair, là, mais en laboratoire, ça a fait un gel là, qui collait au fond. Quand on arrêtait de tourner, là, ça reprenait pas, là, ça s'étendait pas dans le fond. Puis quand on versait, ça fait un petit son. Quand ça fait plusieurs qu'on fait, là, ça a vraiment une petite particularité. Pour la cupule du bas, moi, c'était un échantillon qui était négatif, là, très liquide, il n'y avait aucune viscosité. Puis, pour celui de gauche, c'est un échantillon qui était aussi très liquide, mais on voyait en tournant qu'il y avait une petite viscosité qui se formait. Mais quand on versait là, le lait de la cupule, c'était tout à fait liquide. Donc, je vous présente les résultats de mars 2022 à juillet 2023 qu'on a collectés. Très grande majorité de résultats négatifs. C'est positif. Par contre, moi, ce n'était pas tellement une surprise qu'on ait du côté Caprin quand même plusieurs échantillons, 1+. L'échelle, comment elle a été montée, c'était pour la vache laitière. Puis on sait que la chèvre, mais les comptes de cellules somatiques sont bien plus élevés, là. Donc, moi, ce n'est pas tellement une surprise. Ce que je trouve positif, c'est très peu d'échantillons 2+, et 3+. Du côté de la brebis, la différence est encore plus importante. C'est très, très grande majorité de résultats négatifs. Ici, je vous présente un histogramme des comptes de cellules somatiques individuelles chez la chèvre. C'est des résultats de mars 2022 à mars 2023. J'en ai reçu d'autres par la suite, là, donc c'est pas complet, mais c'est pour au moins vous donner une idée de la distribution ressemble à quoi. J'ai identifié le seuil réglementaire qui est à 1 500 000 par la ligne sur le graphique. Il y a aussi des fermes là-dedans. Ce n'est pas juste des animaux du projet. Il y a des fermes qui font du contrôle normalement dans leur entreprise. Ils m'ont fourni davantage de résultats pour d'autres animaux qu'on ne suivait pas. Donc, j'ai tout inclus ça là-dedans. C'est un ramassis de tout. Puis, moi, j'étais très encouragée par ces résultats-là parce que moi, quand j'ai commencé ce projet-là, on m'avait dit que c'était quasiment une catastrophe, les comptes de cellules somatiques chez la chèvre. Puis là, quand je regarde ça ici, là, ben, on a 86% des échantillons qui vont se situer en bas du seuil. Moi, je trouvais ça encourageant. Je ne qualifierais pas ça de catastrophe. Puis, on a quand même 14% des échantillons qui vont dépasser. Puis, le seuil de détection de l'appareil, c'est 9 999 999. Du côté de la brebis, mais là, on parle de 88% des échantillons qui vont être en dessous du seuil réglementaire, qui est ici de 750 000 cellules par millilitre. Puis, je tiens à mentionner que vous avez vu l'espèce de forme qui part de très haut dans des comptes plus faibles, puis qui va descendre drastiquement. Là, on a vu le même genre de forme de graphique pour les deux espèces. Gardez en tête cette forme-là parce qu'elle revient pour beaucoup d'autres graphiques de résultats par la suite. Ici, je voulais mentionner, j'en ai parlé un petit peu d'entrée de jeu, là, le compte de cellules somatiques il est utilisé pour un peu diagnostiquer ou détecter les animaux qui peuvent présenter des infections intramammaires, surtout peut-être subcliniques. Mais
une infection intra-mammaire, ce n'est pas la seule chose qui va faire varier le compte de cellules somatiques, ce qui fait que ce n'est pas un outil parfait ni dans la brebis ni dans la chèvre, malheureusement. Le stade de lactation va aussi influencer les comptes de cellules somatiques. Un statut séropositif à l'arthrite encéphalique caprine ou au médivicina aussi. La saison ou la parité des animaux, aussi le rendement de production laitière. Puis, n'importe quel stresseur qui peut arriver aux animaux, l'estrus, communément appelé les chaleurs, un changement alimentaire plus drastique, la vaccination ou un changement dans la routine de traite aussi, ça peut apporter ça. Donc, ici, on commence, c'est tous des résultats plus descriptifs. Ici, c'est une distribution des cellules somatiques des chèvres selon la conformation du PI. Lors de la visite 1, j'ai fait un petit examen sommaire de la conformation du PI, puis un des éléments que j'ai noté, c'est si le PI était décroché ou non. Moi, ce que je considérais comme étant un PI décroché, c'est quand le plancher du PI arrivait en dessous des jarrets, puis que le ligament suspenseur était plus faible. Donc, ici, du côté caprin, on peut voir que les PI décrochés en rose, il n'y en a quand même pas beaucoup comparé à des PI non décrochés, c'est une très grande majorité. Puis, comme je vous dis, on retrouve encore l'espèce de forme qui part de très haut ici. On a beaucoup de chèvres avec des comptes faibles, puis qui va descendre là, tranquillement là, jusqu'aux comptes plus élevés. Ce qu'on remarque, c'est que les chèvres qui n'ont pas un PI décroché, c'est eux autres qui sont majoritairement dans des comptes de cellules somatiques faibles, là, de 0 à 1 million de cellules par millilitre. Puis, quand on regarde les PI décrochés, le pic, il n'est pas situé exactement au même endroit. Il est un petit peu décalé, plus vers 250 000 à 500 000 cellules par millilitre. Ce que là, moi, va me dire, mais que je continue mes analyses, ça va être important de pousser plus loin, d'aller voir vraiment l'impact du PI décroché, là, mais que je construise mes modèles statistiques. Du côté de la brebis, là, on a un petit peu plus de PI décroché. Là, les bandes rose-mauve sont un petit peu plus présentes. Mais, tu sais, quand on n'a pas de PI décroché, on est majoritairement dans des comptes de cellules somatiques faibles, ce qui est ce à quoi on s'attendrait. Ici, c'est un petit peu moins évident. Les distributions suivent à peu près la même forme, mais moi, ce qui me fait un petit son de cloche, c'est que on a vraiment beaucoup moins de PI décrochés quand même versus des PI non décrochés. Mais si vous regardez, là, à partir de 250 000 cellules jusqu'à 2 millions, là, les bandes sont très, très proches l'une de l'autre. Moi, ça m'indique que potentiellement, le PI décroché chez la brebis cause des cellules somatiques un peu plus élevées. Comme je vous dis, ça, c'est des graphiques descriptifs, ça va être à pousser encore plus loin, mais moi, ça me permet d'orienter où je vais mettre mes efforts dans mes futures analyses. Ici, toujours distribution des comptes de cellules somatiques, mais cette fois-ci en fonction de la parité que j'ai séparée en catégories. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai mis 4 et plus ensemble parce que à partir de 4, les chiffres étaient vraiment bas, là, fait que je les ai toutes regroupés ensemble pour qu'au moins vous voyiez un petit peu les barres, sinon on ne voyait pas grand-chose. Pour les parités 1 à 3, on a une distribution qui va commencer plus en pic entre 0 et 250 000. Il y a un deuxième pic entre 500 et 1 million, puis un petit creux entre les deux. Puis après ça, on a notre descente, là, comme qu'on a vu dans les autres graphiques. Tandis que si on regarde la parité 4, elle a comme un genre de pic en plateau entre 250 000 et 1 million de cellules somatiques. Donc, encore une fois, un petit décalage là, pour des animaux qui sont un petit peu plus vieux. On voit que les comptes de cellules somatiques ont une petite tendance à être un peu plus élevés. Du côté de la brebis, là, les différences sont moins évidentes pour la même forme, là, avec la grande majorité des animaux qui sont entre 0 et 250 000 cellules par millilitre. Ce qui saute à l'œil, c'est qu'on a vraiment plus de brebis en deuxième parité ou deuxième lactation, puis en 4 lactations et plus. C'est ce que j'ai remarqué, moi, qui me sautait vraiment aux yeux. Ici, c'est les cellules somatiques en fonction de la visite ou du stade de lactation. Comme je vous ai dit, on part avec une cohorte assez homogène en termes de stade de lactation. On a tenté vraiment de standardiser l'intervalle entre les visites. On peut voir que les visites 1, les petites bandes en rose ici, là, c'est associé avec des comptes de cellules somatiques qui sont plus bas.
Pour les visites 2 à 4, on a encore une espèce de forme avec un pic entre 0 et 250 000 et un deuxième pic entre 500 et 1 million, un creux, puis après ça, on redescend. Donc, pour les visites 2 à 4, on a vraiment plus une distribution qui va se ressembler. Puis, pour ce qui est de la visite 5, bien, encore une fois, on a un décalage du plus grand nombre d'animaux, mais ils ont des comptes entre 500 et 1 million de cellules somatiques, donc le pic est décalé. Je tiens à faire une précision pour les données de visite 5 ici, parce que moi, quand j'allais en ferme, pour échantillonner des animaux qui étaient dans une nouvelle lactation, mais ça arrivait des fois que j'avais des chèvres qui étaient en lactation longue, que je suivais dans le projet. Je les ai quand même échantillonnées, donc elles sont comptabilisées ici. C'est des animaux qui ont été dans la même lactation depuis le début du projet, donc ça se pourrait qu'elles aient des comptes de cellules somatiques un peu plus élevés. Donc, ça va être des choses à explorer là, à l'avenir. Du côté de la brebis, ben, il y a moins de différence. Les distributions sont semblables, là, peu importe entre les visites 1 à 4. Puis le pic est vraiment là, majoritairement entre 0 et 125 000. C'est positif, c'est bas. Ici, c'est la distribution des cellules somatiques en fonction de la croissance bactérienne. Dans le fond, c'est toutes bactéries confondues ici. Là. Moi, j'ai juste regardé est-ce qu'il y a de la croissance ou non dans cet échantillon-là. J'ai séparé ça en catégories, donc non pour aucune croissance bactérienne, une bactérie isolée, mais ici on est dans l'échelle de l'animal, donc c'est une bactérie isolée dans une des deux glandes mammaires de l'animal, 2 bactéries soit dans la même glande ou dans les 2 glandes, puis 3 bactéries, bien, ça est arrivé à quelques occasions où la chèvre avait 2 bactéries dans une glande, puis une dans l'autre. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que dans les faibles comptes de cellules somatiques, c'est vraiment la majorité des animaux, c'est des animaux qui n'avaient pas de croissance bactérienne, là, les bandes en bleu. Les distributions sont semblables quand il y avait de la croissance, que ce soit une ou 2 bactéries. On a un pic plus situé là, à entre 500 et 1 million de cellules somatiques. Même chose pour 3 bactéries d'isolées. Mais, précision importante, là ici c'est toutes bactéries confondues, puis bien entendu, l'association va dépendre de c'est quoi les types de bactéries, mais ça c'est comme un peu un amuse-bouche si on veut, là, pour voir, pour m'aider à m'orienter pour le futur des analyses. Même exercice du côté de la brebis, il y a vraiment une grosse différence de nombre d'animaux entre ceux qui n'ont pas de croissance et ceux qui en ont. On a une grande majorité des animaux où il n'y avait pas de croissance, ce qui est une bonne nouvelle pour les éleveurs, là. Donc associé avec des comptes de cellules somatiques qui sont faibles. Une bactérie, bien, on a une forme de distribution qui est semblable, mais encore une fois, on a une grosse différence dans les nombres des animaux. Mais quand on regarde, par exemple, l'intervalle 250 000 à, mettons, 750 000 et même 1 million, bien, les 2 bandes de couleurs, ils sont quand même très proches, mais il y a il y a une grande différence dans le nombre total des animaux. Donc, encore une fois, peut-être une petite indication que quand il y a de la croissance bactérienne, ça causerait peut-être une augmentation des comptes de cellules somatiques, mais encore une fois, toute espèce confondue ici. Là, ici, je ne voulais pas donner mal au cœur à personne. Là. Moi, quand je regarde ce graphique-là, ça ne me dit pas plus quelque chose à moi, là, donc on va décortiquer ça ensemble. Ce que j'ai voulu mettre en relation ici, c'est le compte de cellules somatiques avec le compte bactérien pour les espèces de bactéries que je vous ai identifiées dans mon palmarès comme étant les plus populaires. Ici, on commence avec Staphylococcus caprae chez la chèvre. Donc, quand on fait juste regarder le graphique, là, il y a tellement de juxtaposition de points qu'on n'est pas capable de décerner vraiment là, des tendances. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti des petites statistiques ici. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont familiers avec la médiane, le P25, P75, mais en fait, c'est qu'on prend toutes nos données, on va les mettre en ordre croissant, puis on va dire, mettons, il y a 100 données, bien, à 50, on fait une coupure, puis on regarde c'est quoi le chiffre ici. C'est différent de la moyenne dans le sens que c'est pas...
influencé autant par les valeurs qui sont très extrêmes. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est à quoi on peut s'attendre comme compte de cellules somatiques en fonction des comptes bactériens qu'on peut trouver. Donc, moi, je n'étais pas intéressée à vous présenter une donnée qui peut être très influencée par des variables extrêmes. Donc, si on commence, quand on n'a pas de Staphylococcus capreae dans l'échantillon, ben, dans le fond, il y a 50 des données qui vont être inférieures ou supérieures à 509 000. Donc, c'est quand même un chiffre qu'on peut s'attendre dans la chèvre. Puis, 75 des échantillons vont être en deçà de 1 170 000. Donc, on est toujours inférieur au seuil réglementaire. Pour moi, ça fait du sens. Il n'y a pas de problème là. Ici, j'ai fait un intervalle, dans le fond, quand il y a un compte allant de 100 à 4 900. On voit déjà que toutes les statistiques que j'ai sorties ont augmenté. Donc, on a quand même 25 des échantillons là, qui vont dépasser là, 1 700 000. Là, on a une petite augmentation. On voit qu'il y a des choses qui se passent. Puis, à 5 000, ben, on a des statistiques qui sont semblables pour le P25 et la médiane. Moi, ça ici, j'ai trouvé ça surprenant. On a un P75 qui est un peu comme inférieur, mais ça va être intéressant de creuser tout ça. Donc, on peut voir que quand il y a un compte bactérien, il y a une petite augmentation, mais tu sais, les valeurs de compte de cellules somatiques qu'on peut retrouver sont quand même vraiment très larges, là, même si quand on a un compte de 0. Même exercice pour Corynebacterium bovis. Ici, par contre, on plafonne à 6 millions. Il n'y a rien qui a dépassé ça. Quand on n'a pas de Corynebacterium bovis dans l'échantillon, bon, on est dans des valeurs qui sont quand même semblables à ce qu'on a vu quand il n'y a pas de Staphylococcus capreae, même genre de choses. Par contre, rapidement, là, on a des augmentations. Là, la médiane est déjà plus élevée, puis il y a quand même 25 des échantillons qui sont au-dessus de 2 millions. Ça commence à être plus élevé. Là. Puis, au compte bactérien le plus élevé, ben, la médiane est encore plus. On a quand même 50 des échantillons qui vont être en haut d'1 million. Là, ça commence, on voit là, qu'il y a vraiment une augmentation. Donc, ça va être intéressant de regarder plus en profondeur. Ici, du côté de la brebis, je l'ai fait pour Staphylococcus spp. On se rappelle qu'il peut y avoir plusieurs espèces là-dedans. C'est comme un regroupement où ils ont juste identifié le genre bactérien. Ça paraît qu'on est rendu dans la brebis. Les comptes de cellules somatiques sont vraiment plus bas. On a une médiane à 100 000, très encourageant. Même quand on a un compte bactérien là, entre 100 et 4 900, mais les données n'ont pas changé tant que ça, donc ça n'a pas eu un gros impact sur le compte de cellules somatiques. Légèrement plus quand on est à 5 000, mais il reste que, tu sais, à un P75, il y a 75 des échantillons qui sont en deçà de 495 000, donc on est bien en dessous du seuil réglementaire. Pas le même constat qu'on fait avec Staphylococcus simulans, vraiment pas. Dans le fond, quand on regarde un compte de Staphylococcus simulans à 0, bien, c'est semblable à ce qu'on a vu pour l'autre genre bactérien précédent, mais quand on commence à avoir des comptes bactériens là, dans les échantillons, une médiane à 2 millions, ça c'est vraiment plus haut. Là. On n'est pas dans les mêmes différences, mais vraiment pas. Donc, aussitôt qu'il y a du Staphylococcus simulans qui est identifié du côté de la brebis, ça a vraiment un impact sur le compte des cellules somatiques. Puis c'est quelque chose qui a déjà été rapporté là, dans la littérature. Donc, on va dans le même sens là, avec nos données du projet. Maintenant, je vais vous glisser un petit mot sur où on en est avec le projet. Il me reste encore quelques visites là, pour des entreprises caprines qui utilisent la lactation longue. Là. Il y en a qui ils sont en lactation très, très longtemps, donc ils n'ont pas encore remis bas là, depuis que j'ai commencé le projet.
En ce moment, mais là, j'ai pratiquement terminé mon nettoyage et standardisation des manques de données. Il me reste quelques petits derniers suivis là, de données là, à aller chercher là, pour être sûr de compléter toutes mes banques. Puis là, je suis vraiment dans les analyses descriptives, là, comme vous avez pu voir. Là, mon quotidien ressemble beaucoup à ça. Là. C'est pas mal, mes journées sont pas mal derrière mon écran. Puis, ce qui s'en vient, mais ça va être de faire des statistiques, des analyses statistiques vraiment pour répondre aux différents objectifs que je vous ai présentés en début de projet. Là. Bâtir des modèles statistiques pour essayer de voir quels sont les facteurs là, qui vont avoir le plus d'influence sur les comptes de cellules somatiques, etc. Ça s'en vient. On aimerait aussi être capable de commencer la rédaction d'un premier article scientifique là, cette année. J'aimerais finalement remercier toute l'équipe de recherche, l'équipe technique, les collaborateurs, mais aussi un merci vraiment spécial aux producteurs qui ont accepté de participer au projet. Comme vous avez vu, c'était hyper demandant. Là. Je suis allée sur certaines entreprises 4, 5, 6 fois. Donc, ils ont été super patients, ils ont été super collaborateurs avec moi, puis très motivés aussi. Donc, c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais être prête à prendre vos questions. Là, si vous en avez, ça va me faire plaisir. Salut, tu es venu sur une de nos fermes, sur la ferme en fait, là, tu travailles avec Jean-Paul, Oui. La bergerie Nouvelle-France, puis es-tu capable de faire une corrélation quelconque, parce que tu n'en as pas parlé, tu en as juste parlé en introduction, mais la corrélation qu'il y aurait potentiellement entre les CCS élevés ou pas, puis le Medivizina? Il y a certaines fermes qui sont porteuses, il y en a qui ne le sont pas. Pour l'instant, c'est quoi que tu dresses comme conclusion? Je vais faire un autre avertissement. Il y a beaucoup d'avertissements dans cette présentation-là. Le problème avec le statut au lentivirus, c'est qu'il y a certaines fermes qui font partie des programmes d'assainissement que vous connaissez peut-être là, pour l'arthrite et pour le Medivicina. Donc, il y a certaines fermes où j'ai 0 prévalence. Puis j'ai certaines fermes, là, surtout du côté de l'arthrite encéphalique caprine, là, je ne l'ai pas montré, là, mais il y a des fermes là, où la prévalence est comme 90-95 % sur la ferme. Donc moi, à ce moment-là, c'est difficile de faire des analyses dans ces entreprises-là. Il y a vraiment un gros impact de la ferme en tant que telle sur les résultats. Donc, oui, je vais tenter de faire des choses comme ça, de vérifier l'impact de la séropositivité sur les infections intramammaires, sur le compte de cellules somatiques. Malheureusement, ça va peut-être être difficile parce que, justement, je manque de variation de résultats dans une même ferme. C'est souvent très positif ou très négatif. Donc, malheureusement, pour moi, l'idéal, là, ça serait 50-50. Je peux là, faire des comparaisons dans une même entreprise. Là, j'évite un paquet de facteurs confondants puis qui peuvent potentiellement influencer ça. Du côté du Medivicina, c'est un peu moins pire. Je vais peut-être être capable de faire quelque chose de mieux, mais du côté de l'arthrite, malheureusement, ça risque d'être difficile. Je vais l'essayer quand même. Là, ça s'en vient. Là, Non, en ce moment, non, j'ai pas de conclusion à vous présenter. Là, ça va s'en venir. Je vais travailler là-dessus, mais c'est ça. Malheureusement, je manque un peu de variation. C'est beaucoup tout blanc, tout noir, là, malheureusement. Un peu moins dans le Medivicina, là, mais dans l'arthrite, c'est vraiment impressionnant. Là. Oui, comme ma directrice vient de le dire pour ceux en ligne, c'est sûr qu'on va regarder ça. On a pris les résultats, on s'est donné la peine de le faire. C'est certain qu'on va l'essayer. Oui. On a des enjeux, là, le comité brebis laitière. Je voulais savoir pour quelle raison vous avez fait votre échelle. Là, c'est statistique, là, mais l'échelle là, du diagramme 17 là, pour la brebis, vous la partez de 0,750 000, 750 000, 1500. Oui. Moi, j'apprécierais que vous mettiez la même échelle. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le seuil de tolérance au niveau de la norme, c'est 750 000 en brebis. Puis moi, ce que je veux savoir, c'est sont-ils tous à 750 000 ou sont tous à 250? Moi, parce qu'il faut apporter des arguments présentement, en tout cas pour un enjeu X. Fait que c'est pour ça que je voulais la question. Oui. Pourquoi c'est pas la même? Oui, non, je suis d'accord avec vous. Là, c'est parce qu'il y a des graphiques que j'ai faits un petit peu par le passé. Il y en a que j'ai fait plus récemment. Mais c'est certain que c'est pour ça que dans les nouveaux graphiques que j'ai faits, j'ai essayé d'un petit peu plus décortiquer mes catégories pour
sais, on voit vraiment que, tu sais, pour plusieurs des graphiques que j'ai montrés, la majorité des animaux vont se situer entre 0 et 125 000. C'est pour ça que j'essaie de plus décortiquer. Tu sais, du côté de la brebis, moi, personnellement, en regardant juste à l'œil comme ça, il n'y a rien de statistique dans ce que je dis, là, mais je trouve qu'on flirte moins avec le seuil réglementaire comparativement avec la chèvre. Avec la chèvre, tu sais, on s'en rapproche toujours un petit peu plus. Avec la brebis, en tout cas, avec les résultats que j'ai montrés là, puis avec les premières analyses descriptives que j'ai faites, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il va falloir que je pousse plus loin. Puis quand que je regarde les différentes bactéries, peut-être que je vais avoir un constat différent. Si vous l'avez vu avec Staphylococcus simulans, là, l'impact se fait sentir vraiment, vraiment plus. Là, mais à la base, moi, je trouvais que c'était des résultats qui étaient encourageants. Mais c'est certain que je prends en note la suggestion là, de peut-être plus décortiquer mon premier celui-là, là, ouais. Celui-là ici, là, ouais, je suis d'accord que ça aurait été une bonne idée de plus, là. Oui, c'est ça, exactement. Oui, non, il y a beaucoup. Tu sais, là, je suis encore quand même dans le début de mes analyses. C'est moi, là, en ce moment, là, je dis que je m'amuse, là, mais tu sais, j'essaye un graphique, j'essaye quelque chose, j'essaye différentes catégories. Tu sais, ici, je vous ai présenté, mettons, des catégories de parité. Je vous ai dit, je les ai regroupées KT+, mais le travail que vous n'avez pas vu, c'est que je les ai pas catégorisées au début. J'ai regardé de quoi ça avait de l'air, puis à moi, j'ai dit, ah, ouais, là, on voit pas grand-chose. Puis, tu sais, c'est le genre de travail que je suis en train de faire en ce moment. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des résultats préliminaires. Il me manque encore quelques petits trucs, puis je suis en train de travailler là-dessus. Ça marche-tu? Oui, OK. Non, c'est parce que Hélène est en ligne, elle me dit, tu as une question? J'ai dit, oui, je la vois pas, mais là, finalement, OK, je vais finir par comprendre. OK. Elle l'avait envoyé à Hélène, mais pas au groupe. Donc, CMT plus 1 chez la chèvre égale classé mamite. Là, je lis parce que... Pas nécessairement. Ça, c'est le genre de travail aussi qu'on va faire. Comme j'ai dit précédemment, l'échelle que je vous ai présentée, négative, trace 1+, 2+, 3+, les équivalences avec les comptes de cellules somatiques, si vous avez déjà consulté, par exemple, la fiche technique du CEPOC à ce sujet-là, il y a une équivalence associée au score de CMT, une équivalence en termes de compte de cellules somatiques. Par contre, mais ces équivalences-là sont pour la vache majoritairement. Là, puis, ben, on le sait que la chèvre, bon, on n'a pas des comptes de cellules somatiques qui sont comparables, mais pas du tout. Donc, puis il y a aussi le fait que le compte des cellules somatiques, il va vraiment varier selon plusieurs facteurs que je vous ai présentés. Donc, est-ce qu'une chèvre qui est en fin de lactation, qui a un CMT d'un plus, c'est vraiment une catastrophe? Là, ça va être des choses qui vont être importantes à regarder. Puis nous, c'est dans nos objectifs là, de le valider plus, le CMT, en termes vraiment de petits ruminants laitiers, le brebis et chèvre. Donc, oui, ça va. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'un CMT d'un plus, c'est une mamite ou une infection intra-mammaire, là, pas à ce stade-ci. Ça continue. Est-ce que c'est le même cas pour l'analyse des cellules somatiques chez les bovins? Je sais pas. Tu parles de... Excusez-moi, Maïssa, vous parlez du test là, de CMT? Oui. Oui. OK. Bien, de ma connaissance, le compte de cellules somatiques chez les bovins va varier, pas seulement avec l'infection, mais... OK. Oui, si la question, c'est est-ce que le réactif CMT que j'utilise pour moi, mes échantillons, oui, c'est exactement le même réactif là, mauve là, que moi, j'ai acheté. On a acheté celui qu'il faut diluer, là, mais c'est exactement le même réactif. C'est exactement la même façon de procéder. Moi, on a fait le choix de les faire en laboratoire parce que pour ceux peut-être qui n'ont jamais pris des échantillons à la main sur des chèvres, ils ont un bon kick. Puis le but, c'était d'avoir des résultats de CMT, puis pas que moi, je sois baignée dans le lait. Donc, c'est ça. Il y avait... Puis, pour ceux qui ont peut-être entendu parler là, que je me suis déplacée sur les fermes, ben mes visites, là, ils étaient déjà longues. Là. Les producteurs ont été patients, surtout les premières visites là, où il fallait identifier, puis tout. Là. Et, ouais, non, ça a été du travail. Les producteurs ont été patients. Donc,
on ne pouvait pas là, commencer à rajouter une couche en disant « Bon, là, je vais arriver avec ma petite palette qu'il faut que je rince entre chaque. » Non, là, à un moment donné, il y a des limites à la patience des producteurs. On a fait le choix de les faire en laboratoire à la place. Moi, je pense que c'était le meilleur compromis qu'on pouvait faire là, en termes de logistique, d'efficacité et tout. Là. Puis on a quand même, on a les résultats pareils. Là. C'est juste que j'ai des petits gants bleus, puis je suis au-dessus d'un comptoir au lieu d'être en ferme. Là. Mais on a essayé de penser à ce que ce soit fait comme le producteur ferait. Là, je veux dire, j'ai pris mon lait, j'ai pris mon réactif. C'est pas un test qui est très complexe à réaliser. Là, ça ressemble beaucoup à ce qu'un producteur ferait à la ferme. Elle nous confirme que ça répond à la question. Parfait. Bon, je pense qu'on est rendu à l'heure du dîner. Écoutez, on est pile à l'heure, fait que je remercie tous nos conférenciers d'avoir été aussi disciplinés. Je vous remercie infiniment. Donc, on prend une pause de 45 minutes pour les gens en ligne. Donc, on reprend à 13h30. Fait que c'est la pause repas. Merci.